L'un des plus grands paradoxes de l'expérience humaine est que si nous devenons plus accessibles, nous devenons plus en lien avec les autres et nous devenons ainsi moins vulnérables. La théorie polyvagale s'est vraiment concentrée sur l'état physiologique sous-jacent. Quand notre corps est menacé, nous nous mobilisons, nous nous mettons en état de combat, nous essayons de nous défendre et quand nous sommes submergés, nous nous fermons. Cet événement qui semble être banal, sans signification sur le plan intellectuel, est interprété par leur corps comme un danger de mort. La théorie polyvagale a donc permis de mieux comprendre la façon dont les individus réagissent à un événement. Et, comme le dit Deb Dana dans son travail, ce n'est pas l'histoire ou le récit qui vient en premier, car le récit suit l'état. L'état, c'est cette variable intermédiaire, ce changement physiologique qui se produit. Pour résumer, ce que la théorie nous a appris, c'est ce que signifie être un être humain. Je suis ici à Potsdam pour le congrès polyvagal et j'ai l'honneur d'accueillir le docteur Stephen Porges qui a créé la théorie polyvagale. Et je sais que nous allons parler des dernières recherches et des dernières actualités dans cette communauté. Bienvenue, Steve. Merci Florence, c'est toujours un plaisir de vous voir. Oui, merci d'être là et de partager ce que vous nous transmettez et partagez depuis toutes ces décennies. Oui, c'est en effet un voyage intéressant. Comme c'est un chemin que je suis, je ne sais vraiment pas ce que je vais partager, quelle est la suite, mais ça a été un voyage, disons, qui m'a éclairé à moi-même et qui m'a rendu toujours plus accessible aux autres et j'ai ainsi pu apprendre d'énormément de gens. Vous avez créé la théorie polyvagale, mais ce qui est peut-être plus important encore que la théorie elle-même, c'est ce qu'elle nous dit au sujet de qui nous sommes en tant qu'espèce. Je sais que c'est important pour vous, ça, et qu'elle nous guide vers quelque chose de plus grand. J'aime beaucoup cette question parce qu'elle touche vraiment à la racine de ce que nous sommes en réalité en tant qu'espèce. Quand nous commençons à comprendre notre propre héritage évolutif, nous comprenons que nous sommes une espèce bienveillante. Nous sommes une espèce co-régulatrice. Nous ne pouvons pas exister sans la connexion et sans le lien de confiance. Pourtant, notre monde est tellement voué à perturber la confiance, à rompre le lien. Dans un sens, c'est ce qu'il fait depuis le début de l'histoire écrite, en tout cas, et probablement de l'histoire orale aussi. Et il y a en fait une raison pragmatique à cela, c'est-à-dire que la violation de la confiance crée un certain degré de... C'est un moteur, une motivation qui nous pousse à survivre et souvent à être plus productifs dans le monde, dans un monde qui est dangereux. En revanche, ce n'est pas le mécanisme qui nous permet de résoudre les problèmes de manière créative ou de nous co-réguler mutuellement. Ainsi, la société humaine, en étant affectée par cette motivation à être essentiellement sur la défensive, a détourné sa ressource principale, que j'appellerais ressource neurale, vers la productivité, productivité d'objets et de ressources. Or, ces objets et ces ressources ne sont pas ceux qui favorisent une co-régulation plus saine, une vie plus optimiste et plus agréable. Nous le constatons cela dans le monde réel quand nous posons cette question très simple. Est-ce que les riches sont plus heureux? Est-ce qu'ils ont le sentiment de réussir leur vie? Ce que nous constatons, c'est que peu importe la quantité de ressources que vous accumulez, il semblerait que les mêmes problèmes fondamentaux liés au sens que nous donnons à la vie et à notre sentiment d'identité continuent à nous accompagner. Loin d'être résolus, ils sont même amplifiés par ce détournement des ressources personnelles qui, plutôt que d'être consacré à l'interaction, au partage, à la confiance, à l'amour, à la bienveillance, se focalise sur le besoin personnel. C'est un véritable paradoxe, mais ce que la théorie m'a appris, c'est que si nous comprenons notre propre héritage évolutif, notre capacité à nous relier aux autres, nous disposons alors, en tant qu'espèce,
d'un profil très différent. C'est comme si la toile de fond changeait. Nous devenons une espèce dotée de boîte à outils pour aider non seulement les autres, mais aussi nous aider nous-mêmes. Nous sommes donc équipés, c'est ce que la théorie m'a appris, nous sommes équipés d'un circuit neural qui régule notre rage, notre colère, notre frustration et qui nous permet littéralement de devenir accessibles aux autres. Et dans notre accessibilité aux autres, nous les co-régulons. L'un des plus grands paradoxes de l'expérience humaine est que si nous devenons plus accessibles, nous devenons plus en lien avec les autres et nous devenons ainsi moins vulnérables. Il faut donc réaliser ici que l'accessibilité n'est pas équivalente à la vulnérabilité. L'accessibilité est en fait un don. C'est cette capacité, comme le disent souvent les thérapeutes, à tenir l'espace en compagnie d'un autre. Et si nous voulons revenir par exemple au bouddhisme, nous pouvons dire que notre accessibilité est notre capacité à tenir l'espace avec quelqu'un qui souffre. C'est notre capacité à être véritablement compatissants. Nous ne pouvons pas être compatissants si nous sommes dans le besoin. Vous avez mentionné les circuits neuraux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est? Est-ce que vous parlez là du système nerveux dans son ensemble ou de la partie ventrale du nerf vague? Il ne s'agit pas seulement de la partie ventrale du nerf vague. C'est le fait que la partie ventrale du nerf vague, sur le plan embryologique ou développemental, c'est-à-dire lors de son évolution phylogénétique, est le résultat d'un déplacement vers le ventral depuis un départ dorsal. Cette partie a fait comme un voyage et quand elle a atteint son point d'arrivée dans la partie ventrale du tronc cérébral, elle s'est entrelacée avec les nerfs qui régulent notre visage, nos vocalisations, notre expression faciale et notre capacité à entendre. Ces nerfs se sont entremêlés de telle sorte que le fait de sourire, de produire ou d'écouter une voix prosodique avait un effet apaisant sur les circuits neuraux qui régulent le contrôle du cœur par le système vagal. Et nous disposions dès lors de cette boîte à outils pour calmer le cœur. Et cela, bien sûr que nous le savons parce que nous disons des choses comme « je sens son cœur dans son expression faciale » ou dans sa voix. Et cette image correspond en fait à la réalité. Les gens perçoivent le cœur, ou du moins la régulation neurale du cœur, dans l'intonation de la voix. Une voix plus mélodieuse est une voix qui diffuse l'information que nos viscères ou notre cœur sont en état d'accueil et d'accessibilité. Et au fil du temps, vous avez vu la théorie polyvagale entrer dans de nombreux domaines différents. Elle est par exemple entrée dans le domaine de la psychothérapie presque par accident. Vous n'aviez pas l'intention d'appliquer la théorie polyvagale à la psychothérapie et au monde du traumatisme lorsque vous l'avez créée, mais ça s'est fait. Oui. Eh bien, ce qui est intéressant ici, et je dois en attribuer le mérite aux thérapeutes du traumatisme, parce que quand ils m'ont entendu parler de cette théorie, ils m'ont dit que cela expliquait ce que leur disaient les personnes qui avaient été traumatisées. La théorie polyvagale expliquait que nous dégradons notre régulation neurale quand notre corps est soumis à des épreuves, c'est-à-dire que nous avons à la base cette bienveillance, cet engagement, cette co-régulation, mais quand notre corps est menacé, nous nous mobilisons, nous nous mettons en état de combat, nous essayons de nous défendre et quand nous sommes submergés, nous nous fermons. Lorsque les thérapeutes ont entendu ce récit, ils m'ont dit que c'était le récit des personnes ayant subi des traumatismes graves. Et ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi parce que je ne suis pas entrée dans le monde du traumatisme sur la base de mon propre passé, de mes propres antécédents d'adversité. Vous savez, comme beaucoup de gens, on pense avoir subi un traumatisme jusqu'à ce qu'on entende les personnes qui ont réellement survécu à un traumatisme. Le traumatisme a des effets très dévastateurs, mais ce que nous apprenons dans le monde du traumatisme, et c'est vraiment là que mon éducation a commencé, j'ai appris que chez les personnes qui ont vécu un traumatisme ou des événements traumatisants, leur système nerveux a, lors de cette expérience, été comme reparamétré. On m'a appris ce que ces personnes avaient perdu. Ces personnes ont perdu la capacité à se sentir en sécurité dans les relations proches, dans les bras d'une autre personne. Elles ont perdu les valeurs fondamentales.
fondamentale, le cœur de l'expérience humaine, non pas les valeurs, mais plutôt les caractéristiques fondamentales qui nous permettent d'avoir des relations de confiance. En revanche, elles n'ont jamais perdu leur désir ou leur rêve de vivre cela un jour. Et cela m'a beaucoup appris sur ce que c'est d'être un être humain. Pour résumer, ce que la théorie nous a appris, c'est ce que signifie être un être humain. Cela, nous l'avons appris de ceux qui ont perdu ces capacités. Mais nous avons aussi appris autre chose. Nous avons appris quelque chose de très important sur le traumatisme qui avait été mal compris au sein de la communauté qui travaille sur le traumatisme. C'est le fait qu'il ne s'agit jamais de l'événement. L'événement est important, mais ce n'est pas une caractéristique essentielle. L'élément critique est de savoir si le système nerveux s'est reparamétré pour être dans un état chronique de menace. Et ça, c'est puissant, parce que ça explique pourquoi certaines personnes vivent des traumatismes, les traversent, puis sont résilientes et vont bien. Alors que pour d'autres, le simple fait d'être embarrassé en public ou de se faire crier dessus entraîne un reparamétrage de leur corps et les empêche de s'engager dans le monde. Cet événement qui semble être banal, sans signification sur le plan intellectuel, est interprété par leur corps comme un danger de mort. La théorie polyvagale a donc permis de mieux comprendre la façon dont les individus réagissent à un événement. C'est le changement physiologique qui était critique. L'événement, oui, était important, mais n'était pas causal. Et ça, c'est extrêmement important dans la manière dont nous traitons les personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes. Parce qu'on peut avoir tendance à dire, si on a vécu quelque chose de semblable et qu'on s'en est bien sorti, on reprochera à ces gens d'aller mal, en disant par exemple, mais t'as pas été blessé, alors quelle importance? Le problème, c'est le corps de la personne. Ça a eu de l'importance pour son corps. Il s'est reparamétré et s'est enfermé dans un état de menace. Ce respect à l'égard des réponses physiologiques de l'individu a modifié le cahier des charges des modèles de traitement des traumatismes. Comment on gère un traumatisme? On est passé d'une focalisation sur les événements et une tentative de faire en sorte que la personne s'habitue aux signaux de menace et s'y désensibilise à la compréhension du fait que la physiologie doit être dans un état de calme pour être suffisamment résiliente et capable de faire face avec souplesse à ces déclencheurs. Il s'agit donc d'une perspective totalement différente. Et l'autre aspect que je souhaite vraiment souligner ici est que nous vivons dans un monde qui a structuré notre science, notre médecine et notre éducation, notre religion et notre politique sur la base d'un modèle de cause à effet. Donc, les gens ont voulu penser que le traumatisme causait des effets, et non pas que le traumatisme changeait le degré de probabilité d'une réaction. Parce que pour certaines personnes, il ajoute un paramètre au milieu, entre la cause et l'effet, entre le stimulus et la réponse. Le traumatisme modifie l'organisme, notre physiologie. Et cela devient problématique, même par exemple dans le fonctionnement de la médecine. La médecine procède à des essais cliniques où elle tente de créer une relation de cause à effet. Or, nous savons tous que certaines personnes réagissent bien aux médicaments alors que d'autres non. Et ça, c'est lié à cette variable intermédiaire, cette variable d'intervention entre le stimulus et la réponse. Donc, la théorie polyvagale s'est vraiment concentrée sur l'état physiologique sous-jacent. Et, comme le dit Deb Dana dans son travail, ce n'est pas l'histoire ou le récit qui vient en premier, car le récit suit l'état. L'état, c'est cette variable intermédiaire, ce changement physiologique qui se produit. Une fois qu'on considère les choses sous cet angle, on comprend que notre corps possède un langage et une réceptivité qui échappe à notre cerveau conscient et intentionnel. Donc, ça ne dépend pas de notre volonté ou de nos intentions. Nous ne pouvons pas dire « Ah, ce n'est pas important pour moi, donc ça va aller ». C'est pourquoi les thérapies cognitivo-comportementales ont leurs limites, n'est-ce pas, quand elles sont appliquées à des cas de traumatisme grave. Donc, c'est ainsi que la théorie polyvagale est entrée dans le domaine de la traumatologie, mais aussi du coaching ou de l'éducation. Et notre rêve, ce serait que tout le monde sur toute la planète soit informé de la théorie polyvagale et que disparaisse ce que nous voyons aujourd'hui, ces extrêmes dans les façons de penser, par exemple en politique. Mais qu'est-ce qui est le plus, vous savez, où est-ce que la théorie polyvagale a été la plus efficace? Où a-t-elle apporté le plus de changements, à votre avis? Eh bien, commençons par le domaine
de la neurodiversité, comme l'autisme. La théorie polyvagale a commencé à souligner que les gens n'étaient pas forcément préprogrammés génétiquement pour avoir un certain profil, que beaucoup de ces comportements qui ont fait émerger ces catégories diagnostiques représentaient en fait l'expression d'un état physiologique assez flexible. C'est-à-dire que si votre physiologie est en état de menace, votre comportement sera défensif. Et une grande partie des hypersensibilités des individus qui reçoivent le diagnostic sont en fait basées sur une physiologie qui a reparamétré leur sensibilité. Et si on parvient à calmer la physiologie de ces personnes, leur capacité à interagir avec les autres s'améliore. Et on commence alors à obtenir une expérience plus optimiste ou plus optimale. On ne va pas forcément guérir entre guillemets l'autisme, mais on permet aux individus d'avoir des opportunités de co-régulation avec les autres. Et ça, c'est très important. Nous le constatons dans le domaine de l'éducation, où de nombreux enfants refusent d'aller à l'école. Leur corps est dans un état de menace mortelle tel qu'ils ont toutes sortes de problèmes intestinaux. La théorie polyvagale fournit un éclairage là-dessus, en disant que s'ils ont ces problèmes intestinaux en lien avec l'école, c'est parce que leur corps réagit comme si leur vie était menacée. Est-ce là quelque chose que vous voulez vivre ou que vous voulez que vos enfants vivent? La question est alors de savoir si on peut envoyer des signaux de sécurité qui permettent à la physiologie de se calmer. C'est ce qui a conduit à certains types d'interventions, comme le protocole Safe and Sound et maintenant le protocole Rest and Restore, repos et rétablissement, qui tente de s'adresser directement à la régulation de l'état autonome, indépendamment des comportements eux-mêmes qui sont considérés comme atypiques ou problématiques. Mais si nous calmons le corps, qui devenons-nous? Et cela ne concerne pas seulement la psychologie ou, comme vous l'avez dit, la neurodiversité et l'éducation, mais peut-être aussi les organisations. C'est partout. Ça concerne tout ce qui a trait à l'interaction humaine. Je dirais même tout ce qui a trait aux interactions des humains avec les mammifères sociaux. Par exemple, quand j'interagis avec mon chat ou avec des chiens ou avec d'autres animaux de compagnie, c'est mon état physiologique qui est projeté ou diffusé vers eux. Et cela affecte leur accessibilité, de eux à moi et de moi à eux. Donc je pense que les animaux de compagnie sont merveilleux car ils nous donnent l'occasion de faire des exercices neuro d'accessibilité. Parce que nous avons tendance à traiter les animaux, je dirais, avec plus de souplesse que nous ne traitons nos enfants. Nous pouvons dire à nos enfants qu'ils ont de mauvais comportements, alors que souvent nous comprenons qu'un chat a certains comportements de chat. Nous ne nous fâchons pas contre le chat, ou du moins nous ne devrions pas le faire. Nous comprenons que cela fait partie de son répertoire comportemental. Il en va de même pour les chiens. Les chiens essaient de nous faire plaisir, et quand nous ne les regardons pas avec autant de chaleur ou d'acceptation, ils réagissent. De même quand notre voix change. Dans la terminologie polyvagale, nous utilisons le mot neuroception, et l'intonation peut déclencher, quand elle est utilisée avec une voix mélodieuse, une neuroception de sécurité. Et c'est là que les animaux de compagnie, les enfants et les bébés se calment. Nous utilisons une voix prosodique pour les bébés et les animaux de compagnie et ils cessent de pleurer. Waouh! Est-ce qu'ils comprennent nos mots ou est-ce qu'ils s'en moquent? Ils comprennent que nous leur diffusons notre état physiologique. Et c'est pour cela que dans les interactions sociales, vous savez, dans notre culture, nous croyons beaucoup aux mots. Nous ne croyons pas beaucoup à l'intonation des mots, mais notre corps, lui, croit uniquement ou principalement à l'intonation des mots. Nous avons donc comme deux portails différents. Le portail linguistique, qui fait appel au cortex supérieur, mais l'intonation, elle, fait appel au tronc cérébral. Si le tronc cérébral détecte une menace, on peut oublier, il n'y aura pas d'interaction. Vous avez fait allusion au protocole Safe and Sound et aussi au protocole Rest and Restore, qui est tout nouveau et dont vous allez nous parler justement lors de ce congrès de Potsdam. Il s'agit d'une intervention par la musique, mais avec une musique particulière. Alors, quelle est la différence entre ce que vous proposez ou ce sur quoi vous avez travaillé et que vous avez développé et, par exemple, la musicothérapie?
Eh bien, on pourrait considérer cela comme de la musicothérapie, mais quand on parle de musique polyvagale, dans cette terminologie-là, la musique est un véhicule. Et la question, c'est à quoi sert ce véhicule? Dans le protocole Safe and Sound, c'est un véhicule pour la modulation des sons qui amplifient la prosodie, comme l'intonation de la voix. Dans le protocole Rest and Restore, c'est une modulation des rythmes corporels endogènes qui régulent nos organes internes, comme le sait notre tronc cérébral ou notre système nerveux. Donc, nous savons que la musique, avec certaines fréquences élevées, peut littéralement déclencher des crises d'épilepsie à travers les sons et les lumières. Et nous savons également que la musique, quand elle est jouée à un certain tempo, organise notre fonction somatique motrice. Nous défilons ou nous dansons. C'est ce qu'on appelle la synchronisation ou entrainment, quand le système nerveux reconnaît les rythmes et produit un circuit neural qui est le résultat de cette synchronisation. Mais nous avons tendance à ne pas comprendre la relation entre les rythmes de nos viscères, de nos organes. Ces rythmes sont extraordinairement lents. Alors, il y a quelque chose que nous connaissons bien, c'est la synchronisation motrice somatique pour défiler et danser. Et nous connaissons également la synchronisation corticale avec les crises d'épilepsie dues aux lumières et aux sons. Mais ce que notre culture ne connaît pas aussi bien, ce sont les infrasons de nos organes physiologiques, de notre respiration, de notre cœur, de nos intestins, qui sont des rythmes très lents en dehors de ce qui est audible. Mais nous pouvons moduler des signaux audibles dans ces rythmes endogènes lents et c'est ça qui se passe dans la musique polyvagale. Nous utilisons un algorithme qui se calque sur les rythmes endogènes, les rythmes de notre corps, de nos organes. Et le tronc cérébral y voit des signaux de sécurité. Ainsi, de la même manière qu'on utilise un stimulateur du nerf vague qui va stimuler la partie sensorielle du nerf vague et envoyer un signal au tronc cérébral, le tronc cérébral se dit alors « Eh, je reçois des informations des organes indiquant que tout va bien » et là, la partie motrice commence alors à réguler ces organes. C'est pour cela que les stimulateurs du nerf vague fonctionnent. Ils n'affectent pas directement les organes, mais ils stimulent le tronc cérébral qui va ensuite, lui, réguler l'organe. Eh bien, il est possible d'avoir accès au tronc cérébral avec autre chose qu'un stimulateur du nerf vague, avec de la musique qui est modulée selon ces rythmes. Et ce qui est intéressant, c'est que le corps l'interprète et commence alors à déclencher ces rythmes dans le corps. Vous commencez alors à sentir ces rythmes se déplacer dans vos intestins, vous commencez à sentir votre corps, ses organes viscéraux avec ces rythmes, et c'est vraiment un signal pour le corps qui lui donne la permission de réguler ses organes. Pensez maintenant à ce qui se passe dans notre monde réel. Nous avons un système moteur squelettique et quand nous recevons certains signaux, nous nous contractons, ce qui a un impact sur nos organes. Cela stoppe ces oscillations homéostatiques. Et quand on écoute cette musique, c'est comme si on disait « je donne à mon tronc cérébral la permission de réguler ses organes ». Et si je visualise le ressenti que cela me donne, c'est comme flotter sur un radeau sur l'océan, sans avoir la possibilité de tomber. Parce que si on pense qu'on va tomber, on va contracter ses muscles, alors que si on sent qu'on ne peut pas tomber, on apprécie le mouvement lent et rythmé de notre corps. Et nous savons que c'est ce qu'aiment les bébés dès la naissance. Et dans un sens, même dans notre esprit, pendant qu'on en parle, on a un ressenti intérieur de félicité, parce que c'est ce que notre corps désire, et c'est l'effet qu'a cette musique. Pour ma dernière question, vous savez, nous entendons beaucoup de gens parler du nerf vague, c'est un sujet que vous étudiez depuis de nombreuses années et on entend dire que nous pouvons le stimuler ou y avoir accès d'une autre manière ou le faire réagir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tous ces programmes qui sont présentés comme la solution miraculeuse, comme si c'était le miracle du nerf vague? Eh bien, disons-le ainsi, en général, il s'agit de stratégies raisonnables pour optimiser la régulation physiologique. Mais au fond, si je vais au bout du raisonnement, je dirais malgré tout qu'elle nous indique une direction erronée. Parce que le nerf vague, dans le dialogue, est en réalité un nerf moteur qui va vers ses organes. Et on cherche à pirater ce nerf pour envoyer des signaux aux organes. Même les stimulateurs du nerf vague ne fonctionnent pas ainsi. Ils agissent sur la branche
sensorielle et c'est celle-ci qui, dans un sens, va tromper le tronc cérébral en lui faisant croire que les organes sont bien régulés. Et le tronc cérébral s'appuie ensuite sur cette information et la renvoie aux organes, étant donné qu'il s'agit d'une boucle de rétroaction. Donc, on place son attention de façon erronée sur le nerf lui-même plutôt que de cibler la boucle de rétroaction dont ce nerf fait partie. Et cela découle d'une mauvaise compréhension de la source d'où provient ce nerf, c'est-à-dire le tronc cérébral. Et ce nerf dans le tronc cérébral commence dans différentes zones du tronc cérébral. Alors, comment peut-on envoyer un signal à ces différentes zones? Dans le protocole Safe and Sound, nous utilisons des oscillations de fréquence qui envoient un signal au nerf vague ventral. On commence à regarder les gens, à sourire, à interagir, la voix change, alors que dans le protocole Rest and Restore, le signal est envoyé au nerf vague dorsal. Et vous savez, dans la théorie polyvagale, on voit le nerf vague dorsal comme étant lié aux réactions que l'on vit en cas de menace mortelle. Mais que fait le nerf vague dorsal quand il n'est pas en danger de mort? Eh bien, il s'occupe de tous les organes sous-diaphragmatiques. Et si vous vivez dans un monde où vos patients ou votre famille ont fait l'expérience d'une menace vitale, où s'exprime-t-elle? Au niveau sous-diaphragmatique. Et la question, c'est peut-on envoyer un signal à cette partie du tronc cérébral pour lui dire que les organes se portent bien et qu'il faut les ramener dans leur état homéostatique? C'est justement ce que font ces rythmes endogènes. Notre tronc cérébral connaît ces rythmes, ils lui sont familiers et il est facile de les déclencher chez lui, comme pour les défilés et la danse. Nous connaissons le rythme. Notre tronc cérébral connaît la pulsation de ces rythmes-là. Ce n'est pas seulement un rythme lent, c'est la modulation des sons. C'est la musique que nous avons créée avec mon collaborateur Anthony Gori. Ce que nous avons fait, c'est qu'il a fondamentalement composé de la musique en se basant sur un ensemble de principes et ensuite, après la composition, il y a eu un certain traitement des sons pour y intégrer tous ces rythmes différents. Actuellement, nous avons affaire à 3 paramètres différents avec des rythmes différents. Et ils sont réglés sur des harmoniques les uns par rapport aux autres. Merci beaucoup, Stephen Porges. Y a-t-il un dernier mot que vous souhaitez partager avec les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Oui. Alors, en ce qui me concerne, je suis comme à l'arrière-plan et je crée la structure de la théorie, n'est-ce pas? Et pour moi, comme pour beaucoup de gens qui ont découvert cette théorie en la lisant, elle m'a littéralement ouvert les yeux. C'était une façon d'organiser l'information qui correspondait parfaitement à notre intuition. Et je continue à m'émerveiller et à être d'une certaine manière bouleversée par la façon dont les gens l'ont utilisée et par l'impact positif qu'elle a. En fait, ce sont des cadeaux pour moi. Je suis donc très reconnaissant que les gens s'emparent des idées fondamentales, les développent et fassent preuve de créativité. Donc merci Florence. Merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans la théorie polyvagale, en anglais, vous disposez de nombreuses ressources sur le site Internet de l'Institut polyvagal. Et pour les francophones qui écoutent cet entretien, vous pouvez aller consulter le site de Quantumway, quantumway.com. Et pour les autres langues, il existe de très nombreux partenaires internationaux de l'Institut polyvagal. Donc, cherchez Institut polyvagal sur Internet et vous trouverez toutes les informations sur la théorie polyvagale. Merci, Dr. Stephen Porges. Ça a été un honneur et un réel plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, Florence.